singing good night, light up your eyes. Dream in the night, I'm singing on the moon, light up your eyes. Bonjour et bienvenue dans un nouveau top 10 d'FG Prix One. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément cinématographique que vous détestez sûrement, les comic relief. Ces personnages rajoutés dans de mauvais films d'action ou d'aventure qui sont là que pour apporter de l'aspect humour à une histoire qui généralement pouvait s'en passer. Des personnages qui se résument à ça, à des bouffons qu'on ignore pourquoi on continue à se les taper durant tout le voyage, surtout que le protagoniste a déjà beaucoup de problèmes à vaincre le méchant et ses 500 sbires au second couteau. Généralement ils ne sont pas super drôles et peuvent être carrément détestables, parce que le comic relief est un personnage fainéant dans l'écriture et rajouté dans un script par des costards cravates qui sont désespérés à nous divertir, et le pire c'est que souvent l'humour veut que ce soit des connards égoïstes, et en plus de ça certains insultent une certaine catégorie de personnes, comme les blacks, les indiens, les gros, les geeks. T'as même des comic relief comme Jar Jar Binks qui est tellement détestable que les haineux sont allés déconner une connerie d'insultes envers les blacks pour justifier leur haine envers ce personnage dans leur saga préférée. C'est pour dire à quel point les comic relief sont méprisés. Mais quelquefois, le comic relief peut être bien foutu. Y a pas de secret, les comic relief qu'on déteste sont écrits par de mauvais scénaristes qui créent un émetteur d'humour sans réelle authenticité ou personnalité. Alors c'est Toto. Son père, il lui demande d'aller chercher des saucisses et de la bière. Donc pour faire un bon comic relief, il faut faire un personnage, pas une excuse pour une blague carambar. Un personnage avec une personnalité, un point de vue et qui peut être sérieux à ses moments, et bien sûr en étant bel et bien drôle. Et c'est justement le sujet de ce top. Nous allons voir ce que je considère comme étant les meilleurs comic relief, qu'ils soient bien écrits, intéressants à suivre ou juste hilarants. Bon par contre, je préviens sur certains points. Premièrement, il n'y aura pas de personnage de film ou série comique, car dans une comédie, tout le monde est le comic relief. Donc c'est un petit peu inutile de les qualifier de comic relief si tout le monde est comique. Sinon j'aurais mis Perceval de Camelot ou Nice de Nounou d'Enfer. Et deuxièmement, pas de personnage de classique Disney. Parce que sinon, on n'aurait eu que ça dans le top. À part peut-être pour les 3 premiers, mais bon. Donc ça c'est fait, donc c'est parti pour le top 10 des meilleurs comic relief. Numéro 10. Johnny Cage de Mortal Kombat. Et oui, croyez-le ou non, il y a du bien à dire sur une adaptation de jeu vidéo des années 90 réalisée par le mec qui a fait les 3 mousquetaires. Bon combat, design intéressant, scénar simple mais efficace et les personnages pour la plupart charismatiques, bien qu'il reste quelques bouts de carton humain. Et l'un de ces personnages charismatiques est Johnny Cage, qui est déjà un bien meilleur protagoniste que Liu Kang lui-même. Qui l'aurait cru? Un comic relief qui est un meilleur héros que le héros du film. Johnny est un acteur de film d'action qui prend très mal ceux qui le critiquent et disent qu'il ne se bat pas pour de vrai dans ses films, allant le traiter d'amateur et de menteur. Sachant que c'est un acteur, donc forcément il y aura du faux quelque part. Mais enfin, alors il essaye de prouver ce qu'il vaut dans un tournoi qui s'avérera être le tournoi pour la survie du monde. Ce petit tournoi te fera du bien, qui disait. Ce sera bénéfique pour ta carrière. En plus d'être un combattant sérieux quand c'est nécessaire, Johnny a la meilleure motivation et la meilleure histoire de tous les héros du film. Entre l'un qui veut venger son frère en sauvant le monde après, et une autre qui veut venger son coéquipier, et qui le fait au début du tournoi pour ne servir à rien après, à part être la demoiselle en détresse de l'histoire. Mais enfin, Johnny, lui, veut juste prouver ce qu'il vaut. Il veut montrer qu'il est un vrai combattant. Une motivation égoïste qui n'est pas aidée par son style assez playboy, mais c'est justement ce qui est intéressant dans son histoire. Il veut pas venger ou sauver quelqu'un, il veut savoir qu'il est doué pour au final devenir un héros et se prouver quelque chose à lui-même. Qu'il est non seulement un combattant, mais un héros qui arrivera à vaincre le plus terrible des combattants pour protéger ses proches et assumer ses responsabilités et devenir ce qu'il a toujours imité, un héros. Bien. Il y en a enfin un qui a compris. Bon après, c'est Mortal Kombat quoi, donc niveau développement de personnage, ne vous attendez pas à un truc au niveau d'un Star Wars ou à de la mise en abîme à la Millennium Actress, hein, non, pas du tout.
Cela dit, il y a quelque chose dans ce personnage qui attire la sympathie. Ah, et aussi, il est assez marrant. Tu veux que je porte tes valises? Ouais, je paye bien, et toi, tu portes. Ah, encore heureux qu'il ait pas garé ma voiture. Au début, il a un humour proche du comic relief détestable, mais avec de bonnes répliques. Mais après, il devient le héros one-liner rigolote qu'il balance avant de péter la gueule à ses ennemis. Les lunettes que tu as cassées coûtaient $500 du con. Et surtout, il devient un vrai badass. Que fait-il face au monstre à 4 bras qui est un champion invaincu du tournoi? Ouais, on ne rigole pas avec Johnny Cage, c'est lui qui rigole de vous. De plus, vous trouvez pas ça bizarre que Shang Tsung est celui qui l'a amené à participer au tournoi? Il était même prêt à l'affronter pour le combat final. Est-ce que ça veut dire que Johnny représente quelque chose d'important dans ce tournoi? Est-ce qu'il y a une prophétie disant qu'il gagnerait le Mortal Kombat ou quelque chose? Ça ne peut pas être parce qu'il serait facile à battre, c'est le mec qui a battu Goro après tout. Ce n'est même pas seulement un bon comic relief et un bon personnage, mais c'est aussi le meilleur protagoniste. C'est celui qui accomplit les plus grands exploits et celui qui évolue le plus. Plus que Liu Kang dont la seule réelle évolution vient de la confirmation que sa quête de vengeance est justifiée. Ouais, super message comparé à celui qui inspire à devenir celui qu'on prétend être et arrêter de jouer pour devenir responsable. C'est surprenamment bien foutu pour un film proche de la série B comme Mortal Kombat. Tellement bien foutu que la vraie bouse qui sert de suite l'a tué en même pas 5 minutes, tant elle était incapable de reprendre quelque chose d'aussi bien foutu sans le massacrer. Donc autant le tuer directement et confirmer que cette suite détruit tout ce qui faisait la qualité du premier film. 500$ du con. Après, le petit reproche que je ferais, c'est que dans la VF, ils ont gâché un de ses meilleurs dialogues. I'm in a hostile environment. I am completely unprepared. I'm surrounded by people who probably want to kick my ass. It's like being back in high school. Qu'ils ont traduit par un pénible et peu inspiré. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Outremonde, population 0. Shang Tsung, maître des lieux. Qu'est-ce qui pose problème à traduire correctement cette phrase? Je viens de le faire à l'instant et je suis pas traducteur professionnel. En plus, c'est une scène où il est de dos, t'as pas de problème avec les mouvements de lèvres ou quoi que ce soit. Johnny Cage, tous les mauvais signes étaient présents pour te louper, mais finalement t'es bel et bien le meilleur. C'est là que tu dois tomber. Mais où vous l'avez trouvé, celui-là? Numéro 9. Benji dans Mission Impossible 3 et Protocole Fantôme. Première qualité de ce personnage, l'acteur. Pour faire un très bon comic relief, rien de mieux que l'un des mecs les plus drôles de la Grande-Bretagne, voire du monde, Simon Pegg. Son personnage dans Mission Impossible n'est peut-être pas son plus drôle en effet, mais ses rôles plus drôles sont dans des films comiques, donc comme je l'ai expliqué, ça ne marche pas. Et j'ai pensé à mettre Scotty, qui est drôle, mais dont les vannes sont rares et qui est assez sérieux la plupart du temps. Benji, de l'autre côté, est beaucoup plus drôle, que ce soit dans Mission Impossible 3, où il a une bonne chatch. C'est un rapport direct avec la patte de lapin. Patte de lapin. Oui, je présume que c'est le nom de code de quelque chose qu'il doit vendre à un client non spécifié pour la somme de 850 millions de dollars, entre parenthèses. Ou peut-être que c'est pas un nom de code, peut-être que c'est un appendice de lapin vraiment très très cher. Ou mieux, dans Protocole Fantôme, où sa pression en tant que nouvel agent de terrain le rend non seulement drôle, mais aussi attachant. Nous pouvons l'atteindre en passant par l'extérieur. Nous Moi, je suis sur l'ordinateur. Scotty est drôle lui aussi, mais ce n'est pas le personnage en lui-même qui est drôle. Ce sont ses réactions et les situations où il se retrouve qui sont drôles. Contrairement à Benji qui a une personnalité amusante. Même s'il est vraiment nul pour rassurer. Ce qui le rend encore plus drôle. Bleu, t'accroches, Et quand c'est rouge? tu te craches. Donc je vais sauter dans un four, en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Mais je te rattrape. Génial. Et surtout, et c'est très important, il n'est jamais superflu. Même en restant dans un bureau durant tout le 3, il aide Ethan et son équipe. Il est le génie technique, et dans un monde où le combat se mène aussi technologiquement, c'est indispensable. Et puis, faut bien être un comic relief délirant pour trouver l'idée de fabriquer de tels gadgets délirants mais super pratiques. J'adore ces gadgets. Et dans le 4, il apporte un élément de réflexion essentiel à l'équipe. Il propose des solutions délirantes, il propose des possibilités, il fait des remarques assez scéniques. C'est simple comme bonjour, on pique les vrais codes et on fabrique des faux. Jane, tu te fais passer pour Moreau et tu vends les codes à Wistrom, mais voilà le travail.
Et comment est-ce que tu proposes de piquer les codes nucléaires à Moreau? On la descend. Voilà, on la descend. Mais tu sais, discrètement. Discrètement. Non seulement il n'est pas superflu, mais Ethan et le reste de l'équipe n'auraient rien accompli sans lui. Encore plus quand on voit comment le matériel déconne toutes les 30 secondes et que malgré ça, il garde son calme pour régler le problème au mieux. Oh, et ai-je mentionné qu'il est très bon en déguisement et qu'il sait utiliser un flingue? Tu lui as dit que t'allais le refroidir? Non, finalement j'ai rien dit. C'est dommage. Benji, drôle, attachant, intelligent et badass. Ça devrait être la base de tout comic relief dans tous les films d'action. Bref, pas ça. Numéro 8. Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Mais Michael J, Jack Sparrow, c'est pas un comic relief, c'est le héros du film. Le comic relief, ce serait plutôt Gibbs ou le gros débile et son grand pote Borgne. Ben... non, pas forcément. Le héros peut très bien être le comic relief, et Jack Sparrow en est une parfaite preuve. De plus, scénaristiquement parlant, le héros serait plutôt... Will. Oui, je sais, c'est nul. Mais c'est vrai, c'est le chevalier blanc qui découvre et affronte un univers de pirates pour sa bien-aimée. Seulement, comme il est joué par Orlando Bloom et que ce genre de chevalier blanc fait plus chier qu'autre chose, on va focaliser les films sur un bien meilleur personnage, comme Jack Sparrow justement. Ça serait peut-être mieux avec un capitaine. Et puis surtout, d'où vient plus de 50% de l'aspect comique du film? De Jack Sparrow. La plupart du temps, il fait le guignol, le mec bizarre, un peu benet, vantard et psychologiquement atteint. Mais derrière toute cette bizarrerie se cache au contraire une certaine ingéniosité. Jack n'est motivé que par une chose, la liberté. Donc il s'adapte à son monde pour pouvoir profiter de sa liberté. Et en agissant ainsi, il entourloupe tout le monde. Tu penses avoir affaire à un vulgaire pirate raté, ivrogne, mais en réalité il te le fait croire pour que tu ne te méfies pas de lui, lui permettant de profiter de toi. Et parce qu'il profite de tout le monde, il joue constamment le guignol, genre « Hey, tu penses que je suis juste un taré qui fait n'importe quoi? Mais en fait, je t'ai prévu de tes voiles. » Établit-il un plan à l'avance? Ou improvise-t-il au fur et à mesure? Et bien sûr, ses paroles embrouillantes qui lui permettent d'embrouiller ses ennemis et une fois encore les abuser. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qu'il déverrouille? Alors, faut d'abord trouver la clé! Ce que tu dis n'a aucun sens. De plus, comme dans la plupart des films de Gore Verbinski, Jack s'en sort en apportant un aspect enfantin à son univers. Un aspect qui lui permet de toujours s'en sortir de ces grands gaillards se croyant si adultes. Et ce, avec des cabrioles, des petites mimiques rigolotes, des manies rigolotes. Bref, en restant un enfant gardant encore sa liberté, son imagination et tout ce qu'il veut. Ça en est à un point où ces running gags sont même des symboliques de l'évolution de son personnage. Ouais, de la symbolique d'évolution de personnage dans Pirates des Caraïbes. Ça vous embauche à quoi, hein? Vous vous rappelez du gag des chapeaux dans le coffre maudit? Ou de la cacahuète dans Jusqu'au bout du monde? Vous y avez peut-être juste vu une connerie vous faisant perdre votre temps, mais en réalité ce sont des symboliques montrant l'évolution de Jack. Dans le coffre maudit, il perd son chapeau alors qu'il perd tout courage pour fuir à n'importe quel prix la menace du Kraken, le rendant indigne du tricorne de capitaine. Pendant tout le film, il essaye de remplacer son tricorne en abusant de tout le monde et en agissant en gros égoïste apportant malheur pour son bonheur. Et c'est à la fin, quand il agit en héros pour sauver ses amis et qu'il renonce à son cher Pearl, qu'il retrouve son tricorne, accomplissant sa rédemption. Et la cacahuète symbolise ce qu'il veut. La première cacahuète que l'on voit, il tue une partie de lui pour l'obtenir, montrant qu'il se torture lui-même et détruit ce qu'il est pour ce qu'il veut. La deuxième cacahuète, il la trouve dans une scène supprimée chez son ennemi qu'il essaye d'entourlouper, car cet ennemi peut lui donner ce qu'il veut, mais il la prend sans que son ennemi la voie, montrant que Jack obtiendra ce qu'il veut à l'insu de son ennemi. La troisième cacahuète, il la trouve dans ses cheveux, montrant que pour obtenir ce qu'il veut, il devra se creuser la tête. Et à la fin, ce qu'il veut, c'est Barbossa qui lui pique, à savoir son Pearl et sa liberté.
rien. Vous pensiez que c'était juste des films débiles, hein? Je vous ai sorti 2 sens de lecture. Ouais, 2 sens de lecture. Et encore, ça c'est rien à côté de ce que je vous réserve pour l'alerte spoiler sur Pirates des Caraïbes 3. Ouais. Pour vous, c'est juste un énième personnage bizarre joué par Johnny Depp, mais il se cache derrière un personnage des plus fascinants et surprenamment profonds, prenant un retour au plaisir enfantin dans un monde limité par des adultes chiants, et donc exprimant sa liberté et sa psychologie sur ce qui plaît aux enfants. L'humour. Quelque chose que même Burton n'a pas si bien exploité dans ses derniers films. Si vous y voyez qu'un bouffon, c'est que le capitaine Jack vous a aussi entourloupé, comme beaucoup d'adultes ayant perdu leur âme d'enfant. Trinquons mes jolis yo-ho. Numéro 7. J dans Men in Black. Tomo. Will Smith. Avec lui, tu es sûr de ne jamais être chiant avec la manière dont tu le rendras rigolo. Sauf si tu ne t'en sors vraiment pas. Non seulement il est drôle, mais ils font quelque chose d'exceptionnel avec lui. En faire un personnage intelligent et doué pour ce qu'il fait, justifiant non seulement sa place au sein d'une organisation qui recrute que les meilleurs des meilleurs, mais en fait un excellent protagoniste parce qu'il fait avancer l'histoire au mieux tout en étant agréable à côtoyer. Bref, l'antithèse de Jar Jar Binks. Dans le premier film, l'humour venait surtout des situations rigolotes dans lesquelles il se retrouvait à cause de son inexpérience avec le monde du MIB. Mais c'est totalement justifié. Être le meilleur flic de Brooklyn ne te prépare pas à l'accouchement d'un alien calamar. Tu t'en tires bien, Caïd. Et dans l'ensemble de la trilogie, c'est surtout sa tchatch qui caractérise son humour, et surtout son charisme. Il balance souvent des bonnes répliques illustrant le fait qu'il ne croit pas à une connerie, qu'un alien très moche lui fait pas peur, ou que quelque chose ne lui plaît pas. Dès qu'un mec se ramène en faisant exploser le wagon de queue, c'est le même problème avec tous les New-Yorkais. On a déjà tout vu. Oh, flûte, un verre de 200 mètres, sauvez-nous, monsieur le Black. Et quand je vous dis, hé, changez de voiture, vous restez là, sur vos gros derrière. Le moment qui résume parfaitement la force humoristique de J est la scène du stand de tir dans le premier film. Là où tous les autres concurrents vident leur chargeur sur tous les cartons de gros monstres, J hésite et analyse la situation pour ne tirer qu'une balle sur le carton de la petite fille qui se fait attaquer. Qu'est-ce qui rend cette scène géniale? Premièrement, la situation. J qui tue la petite plutôt que les monstres est déjà une situation hilarante. Deuxièmement, son explication. J'ai vu ce monstre à l'air menaçant, mais en voyant qu'il avait un mouchoir, j'ai compris qu'il n'était pas en train de grogner, il est en train d'éternuer. Troisièmement, la façon dont il explique. Eh bien, je voulais d'abord plomber ce gars sur le réverbère là, et puis j'ai compris qu'il faisait de la gym. Et moi, ça me ferait mal qu'un mec décide de me plomber le cul pendant que je fais du rameur. Quatrièmement, le fait qu'il a raison. Mais en voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient foutre la merde. Elle a pas plus de 8 ans, ses bouquins sont bien trop avancés pour elle. Et cinquièmement, le fait qu'il en est fier. N'empêche, il est bien flingué, hein. Rajoutez à ça le fameux charisme de Mr. Cool Smith et vous nous offrez un super personnage qui rend la vision des relativement moins bonnes suites divertissant. Pour être honnête, les suites ont eu la décence d'éviter la facilité et d'arrêter la partie où J se ridiculise ou fait des trucs stupides à cause de son inexpérience et en faire un vrai badass compétent qui fait quelquefois des erreurs mais des erreurs compréhensibles. Chose que la série animée, qui est vraiment une meilleure suite que les vraies suites de Men in Black, n'a hélas pas su faire et limite J aux coéquipiers rigolos et gaffeurs. Donc les deux suites ont au moins réussi une évolution logique du personnage, dont on ne se lassera jamais. Sur moi, c'est la classe. Numéro 6. Merry et Pipin dans Le Seigneur des Anneaux. Je dois l'avouer, ces deux-là sont des comic reliefs où on se demande au début pourquoi on se les trimballe. Enfin, que durant les 2 premiers tiers de la communauté de l'anneau en tout cas. Parce que jusque-là, Merry et Pipin étaient juste des voleurs de légumes et fauteurs de troubles qui sont tombés sur Frodon et Sam par hasard. Et on les embarque dans les communautés, alors qu'ils ne savent ni se battre, n'ont jamais croisé d'orques, ne connaissent pas ces régions éloignées de la Terre du Milieu. Bref, n'ayons pas peur des mots, ce sont des boulets. Crétin de Touk. Jetez-vous dedans la prochaine fois, cela nous débarrassera de votre stupidité. Non mais qu'est-ce que je dis? Faisons-le tout de suite. Et malgré ça, on les supporte. Parce que, déjà,
ils sont sympathiques à côtoyer. Quel que soit votre shopping, même dans une bouteille divine, quelle que soit la taille de votre flacon, elle doit venir de notre dragon. Même dans la communauté, tu profites des moments d'insouciance comme quand Boromir les entraîne au maniement de l'épée, mais aussi parce que ils savent que la situation est sérieuse. Merry se démarque pas mal de Pipin en montrant qu'il comprend à quel point c'est la merde. Ce cavalier noir est en train de chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Frodon. Mais aussi, quand le moment le demande, ils se battent. Quand Frodon est poursuivi par des Uruk-hai, ils attirent ces monstres pour le sauver. Quand leur ami Boromir se prend des flèches pour eux, ils foncent sur ces enculés pour leur faire payer. Oh, match nul? Oh, et qui c'est qui a convaincu les Ents d'entrer en guerre et donc de vaincre l'armée du terrible Saruman? Qui c'est qui a blessé le roi sorcier lui-même, permettant à Éowyn de l'achever? Qui a prévenu le rang que le Gondor se fait attaquer? Qui a les meilleures scènes de toutes les versions longues? Ouais, au cours de leur voyage, les deux grands gamins insouciants, ne pensant qu'aux pintes qu'ils vont vider, ont grandi, ont pris leurs responsabilités et ont joué un rôle majeur dans cette guerre. Et justement, parce qu'on a passé du temps rigolo avec eux, à profiter des plaisirs de la vie, on s'inquiète encore plus pour eux. On s'y identifie plus grâce à leur envie de profiter de la vie. On est encore plus transporté par leur envie d'agir et de combattre l'ennemi. On a encore plus envie de les voir réussir ce qu'ils entreprennent et de sortir de ces heures si sombres pour retourner à la joyeuse et paisible comté. Car Merry et Pipin sont la meilleure représentation du spectateur. Et ça, c'est tout sauf un tort. Ça, plus le fait que les acteurs sont très attachants, et vous réalisez que... Ouais, ça valait le coup de les rajouter à la communauté sans raison. Chouette. Où est-ce qu'on va? Numéro 5. Misato d'Evangelion. Et oui, vous pouvez faire un comic relief en faisant un personnage ridiculement sexy. Pas besoin d'en faire des grosses ou des secrétaires tons pour être drôle. Non, une bonne bière et voilà le travail. Ce qui est marrant avec Misato, c'est qu'elle nous offre les moments les plus drôles de la série, alors que son histoire personnelle est tout sauf drôle. C'est même assez déprimant. Elle a assisté aux premières loges à une catastrophe qui ravagea la moitié de la population terrienne, a perdu sa famille dans la foulée, et elle est restée muette pendant des années après ça. Bon ok, ça explique en partie pourquoi elle parle tant, mais... La vache! Dégager cette bonne humeur et cette énergie après avoir assisté à la plus terrible catastrophe de l'histoire, mais cette femme est une modèle à suivre. Elle est juste géniale. Et son humour est des plus nécessaires quand on est la dernière ligne de défense de la vie sur Terre. Faut avoir un minimum de positivisme, de sociabilité et d'humour. En particulier quand notre premier agent est le plus névrosé des adolescents. Faut bien amener une bonne ambiance. Oui. Oh, oui, change un peu de disque. Tu sais dire que ça? Allez, remets-toi un peu, t'es pas une fillette. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que... c'est pas pour autant qu'elle n'est jamais sérieuse. Quand c'est nécessaire, elle sait être le leader badass pendant que le patron pose en penseur et que le pilote de notre robot géant fait une crise de panique. Et elle sait être douce et compréhensive, mais aussi justement sévère et badass. Quelque part, c'est la véritable héroïne de l'histoire, plus que Shinji lui-même qui, on ne le cache même pas, est juste un porte-flingue dans le fonctionnement du projet Eva. C'est elle qui prend les décisions, c'est elle que l'on peut prendre comme modèle héroïque, c'est elle qui est le plus intéressant à suivre pour comprendre les autres personnages ou tout le mystère derrière le projet Eva. Et puis, soyons honnêtes, vous rêvez de l'avoir comme coloc. C'est Misato qui a préparé ça, non? Oui, c'est bon, hein? Et puis, elle a un pingouin de compagnie. C'est juste génial. Misato Katsuragi. Drôle, sexy, fêtarde, mascotte pour la bière, badass, intelligente et ne sait pas cuisiner. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est le prototype de la femme parfaite. Je crois bien que je commence à comprendre pourquoi, à votre âge, vous êtes encore à vivre toute seule. Désolée pour mes mauvaises manières. Numéro 4. Dr House et Iron Man. J'ai décidé de mettre ces deux-là ensemble parce que... ils sont assez similaires en fait. Ce sont tous deux des connards, tous les deux des génies dans leur domaine, tous les deux des enfants qui se trouvent de nouveaux jouets, tous les deux des autodestructeurs, tous les deux addicts, tous les deux des égoïstes qui paradoxalement se battent pour les autres, tous les deux des blessés, tous les deux irresponsables, tous les deux des cyniques qui prennent de haut les autres, et bien sûr,
tous les deux hilarants. House est un peu plus trash et humour noir, comme un grand-père grincheux, et Tony Stark est un peu plus retenu et classe en extérieur, comme un businessman. Mais dans la base, ils sont pratiquement pareils. 1% de différence, c'est pareil. S'il y avait une différence d'1% dans son ADN, ça serait un dauphin. L'armure n'est qu'une extension de moi. Et la livrer au gouvernement reviendrait à me contraindre à prendre part à ma propre servitude, à la prostitution, en fonction des lois locales. Et je m'y refuse. Écoutez, je ne suis pas un expert en prostitution. Un sénateur comme vous, je comprends pas. Tous les deux ont un humour basé sur les paroles et sur des petits délires tout à fait en accord avec leur aspect anticonformiste qui les rend si classe. Ce qui compte pas mal sur d'excellents dialogues et bien sûr sur le talent de leurs acteurs qui sont tous deux géniaux. Et surtout, leur humour leur sert à cacher ce qu'ils préfèrent garder que pour eux, leurs cicatrices, leur psychologie, ce qu'ils ont sur la conscience. Alors qu'ironiquement, toutes leurs actions se motivaient par ça. Par ce qu'ils ont sur la conscience. Même si la raison principale pour laquelle on adore ces mecs, c'est parce que... ce sont des connards cyniques. Elle ne réagit quasiment pas à ce qui se passe autour d'elle. Ah bon, je croyais qu'elle me draguait, moi. J'ai froid. Ça, je le sais. Et tu sais comment je le sais? Je ne sais parce qu'on est liés. Ils ont pratiquement aucune limite aux choses dégueulasses et horribles qu'ils peuvent dire ou faire. Et c'est ce qui nous donne toujours envie d'en voir plus. Quelles conneries vont nous faire la prochaine fois? Pourquoi croyez-vous qu'Avenger a fait péter le box-office? Parce qu'ils voulaient voir Iron Man vanner Thor. Je crois que vous ignorez qui vous avez devant vous. La Shakespeare Parade? Oh mère, c'était le don que vous portâtes, ces draperies. Tiens d'ailleurs, c'est bien dommage que House n'ait pas fait de crossover avec Smallville. Donc, Monsieur Kent, parlez-moi de vos problèmes sexuels avec votre lama-langue. Bref, le genre de personnage qui rend une série médicale fun et marquante et un film de super-héros pas si exceptionnel fun et marquant. Suffit d'un homme pour changer la donne. Et eux, ils font péter le jackpot. Merci, docteur. Non, merci, Seigneur. Numéro 3. Henry Jones d'Indiana Jones et la dernière croisade. Un comic relief joué par Sean Connery. Avec ça, t'as déjà une super base. Mais avec Spielberg à la barre, là, t'as juste un des meilleurs comic relief de l'histoire. La raison du choix de Sean Connery pour le rôle est assez évident. Ayant joué le plus culte des James Bond, l'un des modèles pour Indiana Jones, c'est normal qu'il joue le père de ce dernier. Et du coup, c'est encore plus marrant de voir comment Henry Jones est un peu l'antithèse de James Bond. Il a peur des rats, il est quelquefois foufou, maladroit. Fils, je suis désolé. Ils nous ont eu. Et le gag est conservé dans le film lui-même, vu qu'il est aussi une antithèse d'Indy, jusqu'à montrer un parallèle entre l'archéologue pratique qu'est Indy et l'archéologue croyant qu'est Henry. Et justement, l'une des plus grandes forces de ce comic relief, son duo avec Indy. Leur interaction est splendide, car ne s'étant pas vus depuis des années, ils essayent de comprendre l'autre, vivre avec l'autre, et recréer leur lien parent-fils, créant d'autres parallèles amusants comme Henry qui agit souvent comme l'enfant de l'histoire, alors que c'est lui le papa, et Indy agissant comme l'adulte responsable, alors que c'est lui le gosse. Et puis, le personnage en lui-même, il a la classe. Sean Connery a bien sûr son charisme habituel, mais qui est ici rendu magnifique par le style de Spielberg qui lui donne beaucoup de matière. Et bien sûr, la chose qui rend les comic reliefs de cette liste géniaux, il n'est jamais superflu. Non seulement il sert à apporter à Indiana Jones un souffle d'aventure et de magie qui renforcera son personnage, mais en plus il est celui qui fera avancer le plus la quête du Saint Graal, vu qu'il y a consacré toute sa vie. Mais surtout, ces gags ne sont pas là que pour être rigolos, mais aussi pour servir l'action. D'ailleurs, j'adore sa façon de dégommer un avion de chasse nazi. Captain America, mange-toi ça! Ce n'est pas étonnant que la dernière croisade soit le meilleur Indiana Jones avec un comic relief comme Henry Jones. Ce qui est déjà mieux que... Henry Jones Senior, chevalier du Graal, de l'histoire et de l'humour. Je ne peux oublier comme ça a été merveilleux. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. Numéro 2.
Mice Hughes de Full Metal Alchemist. Juste Mice Hughes, quoi! Si vous suivez mes alertes spoilers, vous l'avez vu venir. Vous saviez que j'allais forcément le mettre au moins dans le top 5. Chaque fois qu'on le croise, on se pisse de rire. Il a toujours un gros délire avec lui qu'il fera exploser au détriment de son pote Mustang et au plaisir des spectateurs. D'ailleurs, preuve que les adaptations peuvent être meilleures que l'original, dans le manga, Hughes n'était pas si spécialement drôle que ça. Il avait des moments drôles avec sa famille ou sa façon de se cacher quand des alchimistes s'affrontent, mais sinon, il reste très sérieux. Dans la série, par contre, Hughes est hilarant. Il a toujours un truc pour s'exciter et éparpiller sa joie. Crois-moi, c'est le pied. Depuis qu'elle est enceinte, elle est plus chaude que la braise. Une vraie bête de sexe. C'est les hormones, ça libère leur pulsion animale. C'est comme si cet ange de pureté devenait un démon de lubricité. Cochonnerie de téléphone. Interrompre des conversations intéressantes, c'est insupportable. Et ne me lancez pas sur sa fille, ok? Mon Dieu, que ce mec adore sa fille. Avec en première mondiale... une photo de ma petite fille qui a fêté ses 3 ans cette année. Ah non, pas son papa. Félicia, pas son papa. Mais le plus beau, et le truc qui montre que les comic relief devraient sortir de ce stéréotype, il est sérieux. Mais quand je dis sérieux, très intelligent, méfiant, et ne laissant pas son côté comic relief en faire un connard méprisant et incompétent, un abruti ou quoi que ce soit, et rendant certains contrastes entre le sérieux et l'humour encore plus drôles. Permets-moi un petit conseil pour la route. Fais-toi un maximum d'amis par ici, et le plus vite possible. Des amis, des vrais, qui sauront te soutenir le moment venu. Et trouve-toi vite une gonzesse. Lâche-moi la grappe. Et ce qui montre à quel point ce personnage est absolument génial. Attention, gros spoiler si vous n'avez pas vu Full Metal Alchemist. D'ailleurs, je vous conseille de le regarder, 2 fois même. Le mec se fait tuer après avoir découvert un terrible complot. Ouais. Un comic relief qui meurt. On a tous rêvé de voir un de ces saloperies de comic relief chiant mourir. Et pour une fois que ça arrive, on le regrette. Oui, on est triste de voir un comic relief mourir, au point que sa scène d'enterrement est l'un des moments les plus tristes de l'histoire de la Japanimation. La mort d'un comic relief. Ça, c'est fort. Et ça permet de confirmer, une fois que Mice Hughes ait fini son rôle, que... ouais, ce mec était génial en fait. Il était génial quand il faisait chez Mustang, il était génial quand il montrait des photos de sa fille, il était génial tout court. Et putain, qu'est-ce qu'il respirait la classe. Des fois, il était même plus classe que le préféré des fangirls Mustang. Et surtout, il a ce petit quelque chose que pas beaucoup de comic relief ont, et ils devraient tout savoir, l'impression qu'on peut compter sur lui. On peut compter sur l'aide de Hughes, on peut compter sur son attention, sa gentillesse, sa confiance, ou même sur le fait de s'amuser avec lui. En d'autres termes, c'est le pote idéal. C'est le mec qu'on aimerait avoir comme ami. Et c'est pour ça que Hughes était et sera toujours génial. Allez mec, je sais que t'en as envie. Fais-toi plaisir. C'est ma petite Alicia, elle est trop mignon, non? C'est fou ce que c'est craquant à cet âge-là, je suis sûr que tu veux la voir. Ah, j'adore cet enfoiré. Et le numéro 1 des meilleurs comic relief est... le Docteur dans Doctor Who. Et je sais ce que vous allez me dire. Comment oses-tu résumer le Docteur, un personnage aussi génial et aussi riche, à un simple comic relief? Ben, c'est vrai que le Docteur est beaucoup plus riche que ça. C'est un Sherlock Holmes, c'est un leader badass, c'est un personnage shakespearien, c'est une créature à la Peter Pan. Mais voilà, c'est aussi un comic relief. Qui c'est qui balance 90% de l'humour dans cette série? Le Docteur, donc c'est un comic relief. De plus, vous serez d'accord pour dire qu'un quart de Docteur est meilleur que toute espèce vivante. Et je ne parle pas seulement de la version Matt Smith qui est complètement délirante. David Tennant et les autres qui ont précédé ont tous apporté l'aspect humour à leurs aventures. Son humour a différentes forces, notamment la première depuis la première série, un humour pour détendre l'atmosphère. Genre, ouais... on risque de crever dans la seconde. Mais tiens, prends un bonbon, ça te fera du bien. Ensuite, un humour plus badass, qui montre que le mec n'est pas impressionné par ta grande puissance. Je suis le Docteur, mec, alors va voir ailleurs. S'il vous plaît, vous faites beaucoup trop de bruit là-haut. Et
ça en devient vraiment gênant. Pourriez-vous arrêter ce vacarme parce que je suis en train de parler. Aussi sa façon de s'exciter suivant un peu tout et n'importe quoi, montrant son positivisme admirable, sa curiosité et surtout montrant que même pour un mec ayant vu toutes les merveilles de l'univers, il trouve toujours de quoi s'éclater avec des petites choses. Des poissons qui peuvent nager dans le brouillard. J'adore les nouvelles planètes. Je me demande bien comment les gens peuvent avoir peur de vous, mes petits chéris. Regardez comme vous êtes mignons, petits. Et en restant dans le fait que le mec a vu toutes les merveilles de l'univers, il a souvent des anecdotes délirantes. Blaster Sonic, 51e siècle, manufacture de Villengard. Vous avez visité l'usine? Une seule fois. En fait, il n'y en a plus. Le principal réacteur a sauté en atomisant tout le stock. C'est bien ce que je disais, une seule fois. À la place, il y a une bananeraie, et j'aime les bananes, c'est plein de vitamines. Et bien sûr, ses manies cultes. Les bonbons, les bananes, les lunettes 3D, le fez. Oh mon dieu, le fez. J'ai une question super importante à vous poser. Pourquoi est-ce que le docteur porte un truc bizarre sur la tête? Ben fez, je porte le fez maintenant. Le fez, c'est cool. Ou même ses simples répliques. C'est quoi votre prénom? Allons-y. Le Titanic s'effondre. Vous moquez de moi? Le Titanic Pourquoi? s'effondre. C'est une phrase que j'ai toujours rêvé de dire. Allons-y, allons-en! Il est tellement drôle qu'il n'hésite même pas à se vanner lui-même. On compense, je vois. Pourquoi je compenserais? Quand on se régénère, c'est un peu la loterie. Oh, il est cool. Il est pas cool. Je suis le docteur et je suis super cool. Oups, je porte des chaussures de plage. Même quand il est pas drôle, il est drôle. Attendez, je dois fermer le TARDIS. Vous avez vu? Comme une voiture. Je l'ai verrouillé comme une voiture. C'est amusant. Non? Ce mec est une merveille universelle de délire, d'humour et de juste classe. C'est pas étonnant de voir qu'il a généré autant d'internet mimes. Félicitations! Vous avez enfin dit correctement le terme internet mime! Je suis arrivé! Ouais. Mais internet mémé, c'est quand même rigolo comme terme. Oh ta gueule. Et surtout, le plus beau dans tout ça, c'est que malgré ces milliers d'années d'existence, malgré la souffrance, malgré les morts, malgré l'horreur, le docteur qui a tout vécu ne retient que le meilleur, que le plus beau et le plus amusant de l'univers, pour garder la passion d'un enfant et les joies que peut procurer les merveilles de l'univers. Un modèle qu'on devrait tous prendre. Ça, plus le fait qu'il a une super énergie chaque fois qu'il parle ou qu'il respire, qu'il est joué par quelques des meilleurs acteurs du monde, qui sont tout autant sympathiques que le docteur lui-même, et le tout fait que le docteur est le meilleur comic relief de l'histoire. Parce qu'il est tellement cool que c'est pratiquement impossible de le détester. Parce que c'est une vraie merveille que l'univers nous a permis de côtoyer. Il est tellement cool qu'il a permis à la série d'exister pendant 50 ans. Et même après 50 ans, il trouve toujours de quoi nous surprendre et nous émerveiller. Le docteur, juste le meilleur à tout ce qu'il fait. Et c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques comic reliefs que vous auriez bien aimé voir dans ce top, n'hésitez pas à vous exprimer ou même carrément mettre votre propre top 10. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr où vous pourrez trouver mon numéro 11 du top 10 des meilleurs comic reliefs. Et pour la prochaine fois, on va rester sur un personnage bien connu pour être rigolo et pour aimer se déguiser en insecte. Rendez-vous le 30 avril. Missa Jar Jar Style. Jar Jar Style. 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 Missa Jar Jar Style.
Jar Jar style. Miss à Jar Jar style. Jar Jar style. Miss à Jar Jar style. Je suis le docteur et j'ai 904 ans. Je viens de la planète Gallifrey dans la constellation de Castorboros. Je suis la tempête qui approche. Je suis le destructeur de monde. Et vous, vous n'êtes apparemment qu'un lapin. Ok, continuez, mais faites attention.